Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Je suis très heureuse qu'on puisse faire ce webinaire qu'on peut faire voilà, depuis ces 11 mois de projet qu'on a développé à l'Université Paris-Cité. Ce projet, comme vous le savez tous, on l'appelle CSSP, de son acronyme en anglais Corporate Sustainability Strategies in Support of Culture. Nous avons je vais peut-être me présenter. Je suis donc Liliane Riquieri Hanania. J'essaie de ne pas parler avec l'accent français, comme ça je respecte mes origines. Je suis avocate, médiatrice, chercheur, enseignant à Paris-Cité. Je travaille sur ces questions de diversité culturelle depuis plus de 20 ans maintenant, depuis 2002. Et ce projet, il a comme origine, il est né en fait dans une frustration que j'avais quand je voyais en tant qu'avocate mais également enseignante, voir les normes, les standards, les législations et réglementations nationales ou internationales qui traitaient des reporting, du reporting extra-financier des entreprises, donc du secteur privé. Aujourd'hui, on parle plutôt de reporting de durabilité. Et finalement, quand on lit en fait ces standards, quand on examine ces obligations de reporting, il y a très peu de choses qui sont vraiment touchent à la diversité culturelle. Alors que du côté de l'UNESCO, parce que justement moi je travaille sur ces questions de diversité culturelle du point de vue du droit international, tant du droit international de la culture, donc c'est-à-dire toutes les conventions UNESCO qui portent sur la culture, que du droit international économique. Du côté de l'UNESCO et des professionnels du secteur culturel, il y a une reconnaissance de plus en plus grande d'un pilier culturel dans le développement durable, donc une dimension culturelle très forte qui n'est pas encore reconnue comme elle le mériterait. Et donc, nous avons décidé de lancer ce projet avec l'idée de construire une plateforme. On va vous présenter un peu notre méthodologie pendant ces 11 mois de projet. Nous avons eu un financement de l'université, donc j'aimerais remercier l'équipe valorisation de l'université Paris-Cité qui nous a fait confiance. Je profite aussi évidemment pour remercier Anne-Tidane Rodom qui aura l'occasion de se présenter, qui est ma grande amie et soutien depuis que je suis arrivée en France il y a 22 ans. Et Aude Dumont aussi, qui est notre assistante et qui a fait preuve de beaucoup de flexibilité et vraiment, elle a été prête à changer de rôle, de faire différentes choses à chaque fois qu'on avait besoin d'elle, elle était là. Donc, merci beaucoup pour votre sérieux. Et évidemment, nos interprètes. Donc, on a un petit souci avec Valérie Noël, qui va nous rejoindre, j'espère, et Nadine Mongère, qui est notre interprète depuis des années sur tous les projets qu'on fait où on a plus d'une langue. Et voilà, Nadine est là pour nous aider. Je passe la parole à Anne-Sida et je reviendrai tout à l'heure. Je gère le PowerPoint pour toi. Merci Liliane, bonsoir à tous et merci d'être présent pour cette présentation de notre projet, ce webinaire de clôture finalement d'un projet dédié à la culture. Alors moi je suis Ntidane Rodom, je suis professeure de droit public à l'Université Paris-Cité, directrice adjointe du Centre Maurice Horiou pour la recherche en droit public, toujours dans cette université. Alors, moi, je suis plus spécialisée, tout comme Liliane, en droit international et mon domaine de prédilection, c'est surtout sur les questions numériques et de nouvelles technologies. Alors, au-delà des CV qu'on a pu vous donner en quelques lignes, ce que Liliane a oublié de vous dire, c'est que elle, comme moi, je crois que nous incarnons la diversité culturelle. Elle est, vous le voyez à nos noms, prénoms et noms de famille, Liliane, elle est d'origine libanaise, brésilienne, aujourd'hui française. Moi, je suis d'un père cambodgien, née en France et mariée à un monténégrin. Ce qui veut dire que à nous deux, nous cumulons 5 cultures différentes. Donc, nous sommes la diversité culturelle incarnée et c'est parce que nous sommes cette diversité culturelle que nous croyons évidemment en ce projet.
Mais au-delà de cette appréhension subjective, hein, de ce qu'est la diversité culturelle et de ses atouts, évidemment, il y a un constat qu'on peut faire de l'importance de la culture et de la diversité culturelle comme des vecteurs d'apaisement et de transformation de nos sociétés. Alors, je vais rappeler tout d'abord les objectifs de ce projet et le contexte dans lequel il est né. Si Liane, tu peux mettre la slide 1, s'il te plaît. Alors, on a tous fait le constat Liliane, on n'a pas la première slide là. Ah, décidément, la technologie a décidé de nous faire faux bond ce soir. Non? On t'entend plus. Je peux faire sans l'image, hein, mais non, je vais commencer. Désolée. Alors le constat, c'est, évidemment que, la culture est un élément de, transformation de nos sociétés. On a pu s'en rendre compte, par exemple, pendant la crise du Covid, le fait que les librairies soient considérées comme, commerce de première nécessité, le fait qu'on se raccroche à des vidéos sur les réseaux sociaux comme un peu des bulles d'air pendant les périodes de confinement. Donc on a un besoin, de culture, notamment pendant les périodes de crise. Cette culture, elle est aussi, utile pour les entreprises parce que une entreprise diversifiée est plus représentative de nos sociétés, plus productive et mieux, plus en accord avec son marché. Et donc, l'objectif du projet, c'est d'encourager l'inclusion de la culture et de la diversité culturelle dans les stratégies de durabilité des entreprises. Il s'agit également de promouvoir l'impact social continu et significatif que procure la culture parce que c'est un moteur de transformation des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et nous avons voulu aussi, avec le projet CSSC, mettre en valeur le rôle des entreprises privées et des acteurs culturels et créatifs en tant que moteur de cette transformation et moteur du développement durable. Alors, Liliane l'a dit en quelques mots, ce projet a été sélectionné en mars 2023 par l'université Paris-Cité dans le cadre de financement Stratex, sous le programme d'investissement d'avenir de l'État français comme projet à impact et fort potentiel de valorisation à valeur marchande. Le projet a commencé effectivement à la mi-juin 2023, donc il y a un peu moins un an, et il s'inscrit vraiment dans les projets de valorisation de notre université, et particulièrement de la faculté Société et Humanité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valorisation? C'est l'idée de transfert de connaissances et de la recherche dans le secteur économique notamment, et ici dans le secteur culturel. Et c'est une manière aussi de permettre une meilleure intégration de l'université et de ses chercheurs avec les projets de recherche qu'ils ont dans leur système socio-économique et culturel. C'est pour ça que nous avons bénéficié du soutien des services de valorisation de la faculté Société et Humanité et de l'université Paris-Cité. Alors, la présentation va s'organiser en plusieurs points. Je vais vous expliquer les concepts clés qui ont permis de construire notre projet. Liliane vous expliquera ensuite les différentes phases du projet, la méthodologie utilisée pour élaborer notre questionnaire à destination des entreprises afin de mieux comprendre leurs actions et meilleures pratiques en matière de diversité culturelle. Et ensuite, nous aurons des intervenants qui vous présenteront la mise en place du prototype de plateforme
Ensuite, je vous présenterai, les évolutions, que nous envisageons dans le cadre de dans cette plateforme et nous lancerons, les discussions. Alors on va essayer, d'être assez court sur, la présentation pour nous laisser le temps de discuter sur, les évolutions, vos retours par rapport à ce projet et la plateforme qui a été, mise en place. Alors sur les concepts clés. Tout d'abord, ce projet, s'appuie sur des fondements, juridiques, issus des instruments de, droit international, puisque nous sommes toutes les 2 spécialistes de droit, international. Vous voyez sur, la diapositive 3 concepts, 3 notions qui, nous intéressent plus particulièrement et qui, telles qu'elles sont définies en droit international, finalement ne sont pas suffisamment claires pour les entreprises et puis pour le public en général. Et ce manque de clarté ne permet pas un positionnement stratégique pour la promotion de la culture et de la diversité culturelle. Alors, vous voyez là 3 définitions larges qui ont été choisies pour asseoir notre projet. Une définition de la culture telle qu'elle apparaît dès 1982 lors de la conférence mondiale de Mexico sur les politiques culturelles. Alors cette définition va s'appuyer à la fois sur des éléments distinctifs spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, mais on le voit, la culture, ce n'est pas que l'art et les lettres, c'est aussi les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances. Donc c'est la culture entendue au sens le plus large possible. On voit aussi ce qu'on veut préciser en matière de diversité culturelle. Alors là, l'instrument phare pour la définition de cette diversité culturelle, c'est la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et donc, la diversité culturelle, c'est toutes les formes par lesquelles les cultures, telles qu'on vient de les définir, les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Et les acteurs sur lesquels on va particulièrement travailler, ce sont les industries culturelles telles que cette convention l'a définie, c'est-à-dire les industries qui produisent des biens et des services culturels définis au sens très large, comme tout ce qui va permettre d'incarner, de transmettre des expressions culturelles, peu importe leur valeur commerciale. Donc, 3 définitions extrêmement larges et on va ensuite montrer que cette déclaration, la déclaration de Mexico, qui a été issue de la Convention mondiale que j'ai précédemment citée, va insister sur les liens entre culture et développement durable, parce qu'on sait que la culture va permettre de sensibiliser les populations aux enjeux de société, par exemple sur les questions d'inclusion sociale. Vous voyez, je sais pas, l'art dans les rues, par exemple, le street art, le fait d'avoir des actions culturelles pour la promotion de l'environnement, donc culture et développement durable. Le lien aussi entre la culture et la paix et la stabilité des sociétés. La culture permet de favoriser la compréhension de l'autre. On a pu voir par exemple des programmes de développement culturel dans des situations post-conflit, même actuellement en Ukraine par exemple, donc dans des situations qui sont encore en conflit armé, c'est promouvoir la culture comme un outil de pacification, de résilience aussi des populations affectées par ces conflits. Et puis aussi l'importance de la culture comme un bien public mondial, en dehors finalement de l'appropriation possible d'autres biens par les États ou des acteurs privés d'ailleurs aussi. Donc l'importance de la culture comme bien public mondial à préserver pour permettre un développement qui sera centré sur l'humain. Alors, fort de ces fondements juridiques, de ces bases qu'on peut trouver dans les instruments juridiques, on va passer à la diapo suivante pour montrer que, et Liliane va revenir dessus sur sa méthodologie, elle vous a dit qu'elle était médiatrice, donc à partir de techniques de médiation, elle a pu mener un certain nombre d'entretiens auprès des différentes parties prenantes de ce projet, à savoir des entreprises, des acteurs publics,
des acteurs du monde de la culture et ces différents entretiens et ces techniques de médiation qu'elle va vous développer tout à l'heure lui ont permis d'identifier les pratiques et les besoins de chacune de ces parties prenantes. Et cette méthodologie a fait apparaître la nécessité de clarifier finalement la diversité culturelle, de préciser le sens de cette diversité culturelle. Parce qu'on voit que certaines entreprises vont plutôt investir sur ce qu'on appelle la diversité culturelle interne et d'autres plutôt sur la diversité culturelle externe. Donc il nous a paru nécessaire de différencier l'investissement financier ou non financier, on y reviendra, sur ces différents aspects. Donc diversité au sein de l'entreprise telle que elle est représentée parmi ses employés. On l'a par exemple dans les départements diversité, équité, inclusion. On l'a aussi, voilà, les questions d'ascendance nationale, ethnique, les groupes géographiques. Et puis diversité externe, c'est-à-dire dans les relations des entreprises avec les communautés, les industries culturelles et créatives, l'environnement socio-économique et donc pour mesurer l'impact social de l'entreprise. Et là, ce sont plutôt les services de responsabilité sociétale ou sociale des entreprises qui vont être impliqués. Et au-delà de cette distinction entre interne et externe, ce qui est important, c'est le lien entre la diversité interne et la diversité externe de l'entreprise qui nous apparaît fondamental pour construire une vision globale de la contribution de l'entreprise à la culture et la diversité culturelle. L'objectif, c'est que cette contribution soit plus stratégique, soit plus valorisante aussi des industries culturelles et créatives, et puis finalement plus efficace et plus effective. Et c'est l'objectif de notre projet. Alors, quelques exemples de bonnes pratiques en matière de diversité interne et diversité externe. Alors, des exemples de diversité interne, vous le voyez sur la diapositive, ça peut être le fait pour l'entreprise d'investir dans l'apprentissage des langues locales ou étrangères dans la communauté dans laquelle elle agit. Le fait aussi de réduire les biais qui peuvent survenir en raison des origines des employés dans les politiques de recrutement ou dans l'évaluation. L'application de standards, de normes relatifs aux questions de diversité, d'équité et d'inclusion, le fait de favoriser la communication interculturelle et la promotion de la compréhension interculturelle. C'est aussi la nécessité de mesurer et d'encourager l'inclusion et la diversité parmi les employés. Donc ça, c'est la diversité interne. La diversité culturelle externe, pour vous donner quelques exemples, alors souvent on pense aux aspects financiers, contribuer à des fonds internationaux en faveur de la culture, comme le Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO, le fait de soutenir des industries culturelles, des événements culturels, des organisations non gouvernementales qui agissent en faveur de la culture. Alors ça peut être évidemment un investissement financier, mais il y a aussi un certain nombre d'actions non financières qui peuvent participer de la diversité culturelle externe. L'entreprise peut par exemple mettre à disposition ses locaux pour des expositions culturelles ou ses amphithéâtres ou ses salles de réunion pour des répétitions pour des artistes. Elle peut aussi mettre à disposition ses compétences, finalement partager ce qu'elle sait faire de mieux avec des artistes, des institutions culturelles, des associations à but culturel. Donc ce n'est pas que financier, et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire d'évaluer à la fois l'interne et l'externe, le financier et le non financier, pour valoriser la contribution des entreprises au service de la culture et de la diversité culturelle. Je vais passer maintenant la main à Liliane qui va vous expliquer toutes les phases du projet et la méthodologie. T'es mute, Liliane. Hein? Ouais, décidément. Donc, moi, je vais vous expliquer un peu ce que nous avons fait effectivement au long de ces 11 mois de projet.
Nous avons eu une première phase entre juin et décembre 2023. Nous avons déjà parlé un peu de ce que nous avions prévu pour ce projet, qui était le développement d'une plateforme en ligne avec un questionnaire que les entreprises auquel les entreprises ont accès pour soumettre des informations qui ensuite sont évaluées. Nous avons eu la chance, en fait, en commençant notre projet, en discutant avec la Graduate School d'intelligence artificielle et de sciences des données à l'UPCT, on nous a proposé, en fait, de profiter des étudiants du temps et des projets que les étudiants de licence 3 sont censés faire à chaque année, des projets concrets. On nous a proposé de soumettre notre projet à des étudiants qui pourraient nous aider à développer un prototype de plateforme. Et il fallait que ça soit fait à partir de janvier. Il fallait qu'en janvier, ils puissent avoir le cahier des charges pour la plateforme. Donc, nous avons concentré nos activités de recherche, collecte de données, analyse des données collectées. Nous avons commencé, évidemment, il y a une recherche documentaire. Nous avons étudié des rapports publics d'entreprises, des sites de fondations d'entreprises qui nous donnaient déjà une idée des types d'initiatives qui sont faites en France, à l'étranger. Enfin, nous avons choisi certains pays. Nous avons essayé de aussi sélectionner des entreprises qui étaient assez diverses, hein, en fait, en taille, en secteur, selon le type aussi. Certaines, pour les fondations d'entreprises, elles étaient intégrées à l'entreprise, alors que parfois, c'est complètement indépendant. Donc, en fait, nous avons essayé de choisir des entreprises qui nous donnaient, en fait, une représentativité, même si ça reste un échantillon. Comme disait Anne-Sida, en utilisant des techniques de questionnement de la médiation, surtout de la médiation de projet, on a fait des entretiens avec un échantillon d'entreprises, de représentants du secteur culturel et de municipalités, et que je remercie d'ailleurs, je rate pas l'opportunité de les remercier pour leur temps, pour leur disponibilité. Et à partir de ces entretiens et de la recherche documentaire, nous avons identifié un certain nombre d'initiatives. Nous avons créé un inventaire d'initiatives avec l'idée de pouvoir mesurer justement leur importance en croisant les informations qu'on avait des besoins des entreprises, de ce que les entreprises faisaient déjà, ce qui était facile pour les entreprises, et ce que le secteur culturel nous disait en fait être le plus important pour eux en termes de besoins. Donc, certaines initiatives vont être mieux notées, tout simplement parce qu'elles répondent mieux, ou en tout cas par rapport à ce que, voilà, ça peut évoluer en fait dans les années à venir, évidemment. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'était les initiatives qui ont été considérées comme les plus importantes, ayant le plus d'impact pour les secteurs culturels. Donc, nous avons développé une grille de notation et un ensemble de classements selon différentes catégories, permettant aux entreprises justement de pouvoir se comparer non seulement à d'autres entreprises du même secteur, de la même taille, mais aussi de suivre leur performance. C'est le but en fait de cette plateforme, c'est qu'à l'avenir, avec les fonctionnalités que nous allons développer, cela puisse se faire tous les ans et que les entreprises puissent du coup voir de quelle manière elles sont en train d'améliorer, de perfectionner leurs initiatives et leurs performances dans ce domaine. Donc, nous avons finalisé le cahier des charges pour ce prototype de plateforme pour avoir l'opportunité de travailler avec les étudiants d'informatique. Entre janvier et mai, du coup, le projet se finit le 31 mai. Nous avons consacré notre temps à ce travail avec les étudiants pour construire le prototype, pour tester cette plateforme, ce prototype de plateforme qu'ils vont vous montrer un petit peu. Tester les classements, tester les notations avec des données qu'on a soumises pour ces tests. Et ensuite aussi tester les modèles de rapport qu'on pouvait produire par cette plateforme. Donc, pour l'instant, ça reste un prototype, ça reste relativement simple en termes de classement, mais nous allons vous montrer en fait ce que nous avons comme objectif pour après, en fait, comme format de rapport, format de niveau de service, en fait, différents niveaux de service qu'on pourra offrir à partir de cette plateforme en termes d'analyse des données qui sont soumises.
Nous avons déjà identifié des prestataires de services techniques. Donc, nous avons un partenaire déjà en technologie de l'information qui va nous accompagner pour développer les autres fonctionnalités de cette plateforme. Évidemment, nous sommes en pleine recherche de financement additionnel. Et évidemment, entre janvier et mai, nous avons préparé ce webinaire pour pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Cette diapo vous montre les 4 entreprises pilotes. Ce sont les entreprises qui ont accepté de nous accompagner depuis le début. Coface, Michelin, Yet et la Maison du Puy, qui ont accepté qu'on puisse les citer en tant qu'entreprise pilote et qui ont donné leur feedback, leur retour en fait sur au long du projet, sur les différentes étapes et les différents documents qu'on produisait. Le questionnaire, donc comme je vous ai j'ai mentionné avant, nous avons fait donc ce croisement de données collectées du côté. Liliane va sortir et va se reconnecter et je vais prendre la relève dès que. Donc là, la méthodologie en fait pour noter les entreprises a été fondée sur la collecte de données qui a permis à partir notamment de différents rapports des entreprises, des fondations et surtout des interviews avec notre échantillon d'entreprises, de pouvoir à la fois identifier les données pertinentes et collecter les données qui étaient utiles. Et en plus, là, nous n'avons plus le PowerPoint. C'est un festival ce soir. Alors, les aléas du direct, ça s'appelle. Vous allez voir comme on s'adapte. Et voilà. Alors, pardon. Donc voilà. Et Liliane a pu aussi interviewer un certain nombre d'acteurs publics, particulièrement des municipalités qu'on avait pu identifier sur leur implication dans les questions culturelles. Donc à partir de là, elle a pu identifier en fait les différents besoins et les pratiques de nos parties prenantes et collecter, identifier les données qui étaient pertinentes pour continuer à pour élaborer notre questionnaire. Donc, l'utilisation du questionnaire, elle va se faire de différentes manières. Les entreprises, pardon, vont pouvoir soumettre leurs données chaque année à travers la plateforme CSCC. Ce qui va permettre aussi d'avoir un certain de produire, et ça, les étudiants vont vous le montrer tout à l'heure, de produire un classement des entreprises, à la fois en fonction de leur taille et des secteurs d'activité, selon les différentes catégories que nous avons pu élaborer dans le questionnaire. L'objectif aussi est, au-delà de la classification, du classement pardon, des entreprises, d'attribuer une note à ces entreprises afin de pouvoir, eux, s'auto-évaluer dans les différents items qui ont été identifiés et leur permettre ainsi de s'améliorer, de savoir quels sont leurs points faibles ou au contraire leurs points forts et la possibilité ensuite pour nous de produire des rapports à la fois sur la notation et sur le classement des entreprises en fonction de tous les critères que nous venons d'identifier. Ce questionnaire qu'on va vous montrer va permettre aussi de valoriser les bonnes et les meilleures pratiques de ces parties prenantes et des différentes entreprises qui participeront à la plateforme. Donc ça, c'est aussi
un objectif de participation active finalement de ces parties prenantes. Donc je vous avais dit qu'on avait eu la chance de pouvoir compter sur des étudiants de l'université qui ont pu construire ce prototype. Donc ils vont vous montrer ce qu'ils ont fait. On a voulu que ce soit eux qui fassent cette présentation. Donc vous avez de gauche vers la droite, vous avez Séraphin Poirier, Adrien Solo, je reviens sur le voilà, Ryan Semoun et Yazid Maha. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons tout d'abord la bienvenue et vous remercions d'être là ce soir. Pour ce projet, nous avons conçu une plateforme web qui se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa robustesse. Nous avons essayé de suivre au maximum les meilleures pratiques en matière de développement web, en mettant l'accent sur la sécurité, la performance et l'expérience utilisateur. Je vous présenterai la page principale ainsi que le système d'inscription et de connexion. Ryan présentera le questionnaire et Séraphin la page de données et vous parlera des pages annexes, comme la page de contact. Yazid fera une démonstration directe pendant notre discussion. Nous allons commencer la présentation du prototype par la page principale. Elle est composée d'une introduction de la plateforme et du projet CSSC, avec en dessous 3 blocs qui mènent et expliquent à 3 autres pages. Dans le premier bloc, le questionnaire, le second, l'espace de collaboration entre les entreprises, et dans le dernier, qui est encore en cours de développement, une liste de projets qui sera affichée, permettant aux entreprises de consulter et de choisir ceux qu'elles souhaitent financer. Les municipalités et les gestionnaires du site pourront ajouter des projets. En dessous, vous aurez accès à une page des meilleures pratiques si vous êtes connecté. D'autres boutons vous mèneront vers des pages comme la méthodologie, la privatisation des données, les contacts, ainsi que le lien vers le site originel du projet CSSC. Passons maintenant au système d'inscription. Du coup, je disais que Yazid va vous remplir devant vous, puis on passera à la connexion. Au passage, le mot de passe est haché dans la base de données pour prévenir tout risque en cas de piratage. Pour la connexion, il vous suffira de remettre l'identifiant et le mot de passe que vous avez mis lors de l'inscription. Voilà, je laisse donc la parole à Ryan qui va vous présenter le questionnaire. Alors bonjour, passons maintenant à la fonctionnalité principale de la plateforme, le questionnaire. Pour cela, nous allons nous connecter à un profil qui a déjà rempli le questionnaire afin de simplifier la démonstration. En cliquant sur le questionnaire, une boîte de dialogue s'affiche à l'écran pour vous demander si vous voulez reprendre le questionnaire là où vous vous êtes arrêté ou le recommencer à zéro. Dans le cas où par exemple une entreprise composée de plusieurs services, où chaque service est chargé de répondre à une certaine partie de ce questionnaire. Nous allons choisir de reprendre la saisie là où nous sommes arrêtés. En accédant au questionnaire, nous remarquons qu'il est divisé en 7 étapes, où chaque étape représente une thématique sur la diversité culturelle en entreprise. Par exemple, la structure de la compagnie, l'influence des gouvernements, les droits culturels, les politiques et les pratiques, l'ouverture au dialogue interculturel à l'extérieur de l'entreprise, la diversité RH de l'entreprise, et enfin, les investissements en faveur des droits culturels et des créativités dans l'entreprise. Nous pouvons remarquer que chaque étape est divisée en plusieurs questions et sous-questions, où chaque sous-question s'affiche en fonction de la réponse à la question mère. Par exemple, en cliquant sur oui, nous avons ces réponses qui s'affichent. Par contre, en cliquant sur non, nous avons un champ de texte pour expliquer pourquoi la réponse est non. À la fin du questionnaire, nous avons le choix d'enregistrer nos réponses pour y revenir plus tard, ou cliquer sur terminer pour envoyer nos réponses à notre base de données de manière fiable et sécurisée. Nous sommes alors redirigés afin de visualiser nos résultats sur la page de données que Séraphin va vous présenter. Bonsoir, du coup c'est moi qui vais vous présenter la page de données. Donc la page de données, c'est la page qui va regrouper toutes les informations que l'entreprise a données à la plateforme.
Et on commence par les informations qui ont été rentrées à l'inscription. Donc voilà, il y a toutes les catégories qui ont été mises et c'est là aussi que l'entreprise va pouvoir les changer. Donc par exemple, si vous passez d'une grande entreprise à une entreprise moyenne ou l'inverse, vous pouvez le changer ici et voilà, ça se met à jour immédiatement. Donc voilà, ensuite, on pourra, sur cette page, télécharger un rapport, qu'on vous montrera à la fin, qui va vous permettre de garder une trace de toutes les informations qui ont été rentrées. Ensuite, on a les classements qui vont donc permettre aux entreprises de se rendre compte, d'où elles en sont par rapport aux autres, dans le domaine de la diversité culturelle. Donc il y a 3 classements qui sont présents sur cette page. Il y a le classement général, le classement par rapport au secteur et le classement, par rapport à la taille de l'entreprise. Les classements, ils sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils réagissent immédiatement, à n'importe quel changement. Donc là, comme on peut le voir, on va passer d'une petite moyenne entreprise à une micro-entreprise et voilà, les classements ont changé en fonction, alors là, c'est pas très explicite, je crois qu'avec une grande entreprise, on va mieux le voir. Hem, si ça marche. Oui, voilà. Là, on l'a vu, on était classé, 1er parmi les petites ou moyennes entreprises et dans les grandes entreprises, on est classé 5e. Donc voilà, les classements réagissent directement, aux informations, qui sont données. Donc ensuite, on peut aller voir les graphiques. Il y a 4 graphiques sur cette page qui vont encore une fois permettre, pour les entreprises d'avoir une meilleure idée de leur score et de ce que le score veut dire. Donc là, par exemple, on a un graphe qui, montre la contribution à la diversité à l'intérieur de l'entreprise. Donc en vert clair, on a le score de la compagnie, enfin de l'entreprise, pardon et ensuite on a le score moyen et le meilleur score. Donc voilà, avec les chiffres qui s'affichent. Là, ici, on a la même chose avec la diversité en dehors, de l'entreprise et ensuite on a 2 autres, graphes qui, eux, sont plus précis, puisque en fait, ils vont reprendre exactement les catégories du questionnaire, et donc afficher le score de l'entreprise, le score moyen et le meilleur score. Donc voilà, ça va permettre aux entreprises d'avoir une idée très précise d'où ils en sont par rapport à chaque critère de notation et peut-être, d'imaginer des axes d'amélioration, à choisir. Donc voilà. Donc ensuite, on va pouvoir vous montrer le téléchargement, de cette page, ce qu'il donne. Voilà, là, on peut télécharger un PDF qui va s'afficher comme ça. Ça va permettre aux entreprises de garder une trace des informations qu'elles ont rentrées, et de voir, comment leur score, a évolué, peut-être après avoir implémenté, différentes, différentes idées, pour, contribuer à, la diversité culturelle à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc voilà le PDF qui se génère. Donc voilà pour la page données, et donc je vais vous présenter les quelques pages annexes, qu'il y a, à commencer par, la méthodologie de notation. Donc voilà, cette page, elle est là vraiment, dans une démarche de transparence avec l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va expliquer sur cette page comment les notes sont générées et voilà, c'est vraiment, pour que les entreprises puissent avoir une idée, précise de ce qu'on a fait avec leurs réponses et voilà. Ensuite, en plus de cette page, on a une page, de politique de protection des données. Il y a pas de données personnelles, qu'on garde, à part l'adresse mail. Mais voilà, en dehors de ça, normalement, c'est que des données publiques. Mais donc du coup, cette page, elle récapitule, l'objectif de la donnée, des données qu'on garde, la base légale, et les catégories de données. Donc voilà, pareil, c'est encore dans une démarche de transparence avec les utilisateurs. On veut que, le projet soit le plus transparent possible. C'est normal et la dernière page qu'on va vous présenter, c'est la page contact.
Cette page, elle a un objectif principal qui est donc de contacter les personnes responsables du projet. Donc, si vous avez une question, par exemple, si vous voulez dialoguer avec les responsables, eh bien, vous pouvez utiliser cette page. Et le deuxième objectif de cette page, c'est si vous avez un projet à soumettre à la plateforme, et ben voilà, là on le voit, vous avez un formulaire qui se télécharge et qu'il faut remplir pour l'envoyer et voir si le projet ou non va être accepté. Et dans le cas où le projet est accepté, il sera mis sur l'espace de collaboration entre les entreprises et les projets. Donc voilà, pour nous, on a fait le tour du site. Merci de nous avoir écoutés et si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Si vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des questions pour les étudiants, parce qu'ils vont peut-être pas rester jusqu'au bout, mais ils seront heureux de clarifier quelque chose. Donc voilà, s'il y a des doutes ou des questionnements sur les différentes fonctionnalités, sur ce qu'ils ont construit, sur la technologie utilisée. Non? Donc comme vous avez vu, on vous a montré, en fait, le prototype permet d'avoir un premier classement. Ah, obrigada, Jussamara. Donc ça nous permet d'avoir un premier classement, enfin, les premiers classements des entreprises selon le secteur, selon la taille. Mais nous sommes en train de développer depuis, en fait, en parallèle, nous avons travaillé aussi sur d'autres niveaux de services ou d'autres niveaux de détail de l'analyse des données qu'on a collectées, avec l'aide de Shane Quinn, qui est avec nous et qui va vous montrer un peu les choses que nous sommes capables, en fait, d'analyser en termes de données qu'on a collectées. Et une fois que la plateforme sera complexifiée, qu'on aura toutes ces fonctionnalités, nous aurons justement ces autres classements, ces autres niveaux d'analyse de données. Oh, apologies. I tried to go on video there, but it won't let me. Well, thank you, Lillian, and thank you to the entire team for inviting me to this fantastic webinar. It's been really interesting to hear everything so far. My name is Shane Quinn. I'm based in Ireland, and I've been assisting this great team with their work on producing some of the reporting. So all the data in the dashboards that you will see on screen here comes automatically from the questionnaire responses. And this one in particular here is the company dashboard. I would love to explain all this in French, but unfortunately my knowledge doesn't extend past basic school level, so I don't want to embarrass myself. So this is an example of the company report you'll see on screen here. This is specifically what each individual company, the data that they will see. This is a snippet of the information. There is so much more information that will go into this, but at a high level, this is what I've developed so far. And you can see, similar to what the guys have developed on the website, you have the total score ranking. It tells you exactly as a company how you rank compared to all the other companies that have been surveyed. It also tells you financially how much investment, where you are on the ranking. It shows you all the data regarding to your diversity within the company, the diversity outside the company. It tells you your score, how your score compares to the average score, and how it compares to the best score. So what the level is you want to aim at to get to. Then we can see at the bottom as well, we have lots of information around diversity, in the company's human resources. I think we on to the next slide. So this dashboard here forms part of the internal dashboard. So separate to what the companies will see, the internal team will see another dashboard, and this gives a lot more granular information for comparing companies. So these charts and graphs will show you, for example, how many companies or departments specialize in
cultural diversity. As you can see there from the example sample data, only 1 specialize in it, where 3 don't. And then under that, even more granular data showing how many countries the companies operate on versus how many nationalities are represented among those employees in the company. So lots of really good granular data based on all the information that the company supplied in the questionnaire. And then on the last slide, this is the main dashboard. And again, this is part of the internal dashboard for the team. And this shows all the companies, ranked by value, ranked by sector. So we can see how well they are performing, not overall, but even by sector. So we've got, as an example here, the banking and insurance sector and the footwear, textiles, and clothing sector. We've also baselined that against the average. And down at the bottom, again, getting more granular, showing the score versus the average in those additional questions like company structure, cultural rights, influencing government, things like that. Oh, thank you very much. I'll hand it back over to Lillian. Thank you, Shane. Thank you so much. On peut passer à la prochaine. Je suis désolée, j'ai aucun contrôle sur les. Donc, je vous ai parlé des futures fonctionnalités qu'on souhaite ajouter à la plateforme. Donc, la première, les étudiants d'informatique vous ont montré la possibilité de nous soumettre des projets via un formulaire qu'on a déjà intégré au prototype. L'idée, c'est aussi que les municipalités qui voudraient participer à la plateforme puissent avoir leur profil et elles aussi présélectionner des projets culturels qui ont un impact sur la diversité culturelle locale, qui pourraient ensuite être choisis par une entreprise pour tout type de soutien. Donc, on a vu qu'il n'y a pas que le soutien financier. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse développer cette partie. Ça ne fait pas partie encore du prototype tel qu'on l'a aujourd'hui. Nous allons aussi intégrer l'intelligence artificielle générative pour que les questionnaires puissent être pré-remplis. Donc, nous savons à quel point les entreprises aujourd'hui passent beaucoup de temps à remplir des questionnaires, à soumettre des données, à faire du reporting. Donc, l'idée serait de partir des documents qui sont déjà disponibles publics de ces entreprises pour ensuite avoir un pré-remplissage du questionnaire qu'elles n'auraient qu'à vérifier et à valider. Elles auront la possibilité évidemment de suivre leur performance et la tendance sur les différents critères qu'on applique dans le questionnaire au fil du temps. On a aussi l'objectif de créer un prix ou un label pour les entreprises les plus performantes. Et comme vous avez vu, les 2 piliers à côté quand les étudiants vous ont montré le prototype, nous avons 3 piliers, en gros, le questionnaire, un espace de collaboration entre entreprises. Donc ça vient du besoin exprimé par beaucoup de personnes que nous avons interviewées au sein d'entreprises qui nous disaient qu'ils aimeraient bien pouvoir échanger avec des entreprises de même taille, du même secteur, dans un même pays, tout simplement pour comprendre comment ils font pour relever certains défis communs. Donc ça fait partie aussi des fonctionnalités futures de la plateforme et un espace d'échange entre les entreprises et le secteur culturel, des artistes, où justement nous aurons d'un côté des appels à projets d'entreprises et de l'autre côté des projets soumis soit par des municipalités, soit présélectionnés par notre équipe du projet CACC. Je te passe la parole du coup, merci. Alors sur les prochaines étapes, actuellement, on est surtout en recherche de financement puisque notre premier financement dans le cadre de la prématuration s'achève à la fin du mois. Donc nous avons déjà postulé pour un financement BPI France qui est plutôt centré sur les valorisation de projets tech et de mise sur le marché, de création d'entreprises tournées vers les technologies et qui nous permettrait aussi de travailler avec Liberté Living Lab, qui est un incubateur favorisant la création d'entreprises.
Alors plus, précisément, nos besoins, en termes de financement sont, multiples. D'abord, le financement du, partenaire, nouvelles technologies, Poiesis, pour, nous permettre de développer, enfin de mettre en place et de développer, la plateforme avec toutes les fonctionnalités que, Liliane vous a, expliquées. Financement également pour les aspects, juridiques et réglementaires, savoir, quelle est la meilleure structure envisagée, pour, développer le projet. Il y a différents types de structures qui peuvent, s'offrir à nous, une entreprise, une, ONG, dans le cadre de notre, projet. En fait, différentes solutions s'offrent à nous et il faut, pouvoir, faire une étude sur, la structure qui sera la plus, appropriée. Il s'agit aussi de financer, la direction, le management, la coordination de notre projet, et de la future, structure, tous les aspects, communication et marketing. Et puis, il faut pas oublier que ce projet, c'est d'abord un projet de recherche, même si, il s'inscrit dans une logique de valorisation. Donc, il faut continuer, évidemment, la recherche, l'analyse, le travail, de développement, des données du projet SSC, tel qu'on l'a conçu. Donc, vraiment notre objectif, c'est, de pouvoir, offrir des, services, notamment, les, rapports sur, les analyses, de données, à la fois pour les entreprises, pour des organisations internationales, pour, des, acteurs, publics. Alors, vu la méthodologie qui a été, mise en place grâce aux techniques de médiation, si cette méthodologie, fonctionne, on arrive à montrer en fait qu'elle fonctionne dans cette mise en relation de différentes parties prenantes, privées, publiques, et puis ici un secteur, particulier, la culture. Notre idée est de promouvoir en fait cette méthodologie dans d'autres secteurs et notamment de l'appliquer, au secteur, par exemple de la cybersécurité qui, là aussi fait intervenir, des acteurs publics avec des objectifs particuliers, des entreprises et tout un écosystème de la cybersécurité. Donc on pourra, tester la méthodologie mise en place sur les questions de les questions culturelles pour savoir dans quelle mesure il faut adapter, finalement cette méthodologie, dans, des secteurs, différents avec des logiques, différentes. Ce qui permettrait à terme, de déployer, finalement la méthode CSSC, j'ai envie de dire, à, plein d'autres secteurs où il s'agirait de, permettre, aux politiques publiques de répondre à des, objectifs propres à un secteur, économique particulier et faciliter la mise en relation entre, les entreprises d'une part et les autres acteurs, d'autre part, de ce, secteur. Donc, si tout ça, fonctionne dans le développement de, notre projet, on pourra, décliner, cette méthode, vraiment dans beaucoup d'autres secteurs différents en fonction de nos, spécialités, de recherche, notamment. Donc, il est temps maintenant d'ouvrir la discussion et je laisse, à nouveau la parole, à Liliane et à tous nos intervenants. Bon, je voudrais dire quelques mots donc sur Sandra, qui est une amie que j'apprécie énormément, qui est directrice juridique de L'Oréal au Brésil. Elle est avocate avec plus de 30 ans d'expérience, spécialisée dans le droit des relations avec les consommateurs. Elle a un master en droit diffus et collectif, un MBA en gestion de business, que des excellentes universités au Brésil. Elle est aussi vice-présidente chargée des questions juridiques et de conformité de l'Institut Mulheres do Varejo. Il a été élu pendant 5 années consécutives comme l'un des directeurs juridiques les plus admirés du Brésil et a figuré pendant 2 années consécutives aussi dans The Legal 500 comme l'un des directeurs juridiques les plus influents du pays. Elle va être accompagnée de Dione Assis, qui est la fondatrice de Black Sisters in Law, une initiative géniale que j'ai pu connaître grâce à Sandra.
qui rassemble plus de 3000 avocates noires au Brésil et à l'étranger. Dione est avocate titulaire d'une licence et d'une maîtrise en droit à Rio, spécialisée en droit public et privé, doctorante en droit. Elle est associée d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Galdino Coelho Advogados, travaillant dans le domaine de la restructuration et du redressement d'entreprises, du contentieux stratégique d'entreprise. Elle est directrice de projet de l'International Women's Insolvency and Restructuring Confederation au Brésil et conseillère du Conseil des femmes d'affaires de l'Association commerciale de Rio de Janeiro. Je vais dire quelques mots en portugais, juste pour compliquer un petit peu le travail des interprètes. Donc, muito obrigada, Sandra e Dione, por esse presente que vocês estão dando para a gente hoje, compartilhando essas iniciativas que vocês têm desenvolvido para mais diversidade cultural, mais inclusão no Brasil e, claro, fora, com a influência da L'Oréal, com a influência do seu projeto, Dione, a gente espera que isso possa só se multiplicar. Bon, merci à vous. Bonjour à tous. Je m'excuse par avance après de vous tous pour mon français très limité. Même si je suis mariée avec un mec français, je suis étudiante de français. Bon, je fais des erreurs, mais c'est bon. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous. Je connais Lilian depuis beaucoup d'années. Lilian, c'est une professionnelle, une personne que j'admire beaucoup. Bon, et je suis très heureuse de partager des initiatives que L'Oréal et maintenant le juridique de L'Oréal a commencé à mise en place pour promouvoir la diversité. Bon, Lilian a déjà me présenté, merci pour ça. Et je voudrais dire que dans toutes ces entreprises, j'ai participé des comités de diversité et des initiatives, mais je pense que quand on a seulement les politiques ou beaucoup de gens qui sont pas au fond de la discussion, on va pas voir des résultats. Et quand je vois ces méthodologies qui vous êtes en train de mise en place, je pense que ça va aider beaucoup les entreprises à voir les initiatives qui sont effectives. C'est pour ça que je suis très heureuse de participer de ces projets, même si je suis là seulement pour partager des initiatives de L'Oréal, mais vous savez que je vais t'aider, même comme personnellement, parce que c'est une discussion que j'adore et que je vais aider. Bon, je vais partager mon écran un moment, s'il vous plaît. Bon, c'est ça. Bon, L'Oréal, c'est une entreprise qui dispose d'un département de diversité et inclusion très structuré, avec diverses initiatives d'inclusion. Et le département juridique a également voulu faire partie de cela. Non comme un simple acteur secondaire, mais comme un créateur d'opportunités. Et c'est pour ça que l'année dernière, le département juridique a créé 2 initiatives très importantes pour nous. Un, c'était le Pro Bono Day. C'est cette initiative où les avocats du département juridique conseillent dans un jour, pendant un jour par an, tous les employés de l'entreprise qui voudraient, qui ont des questions juridiques pour régler. On ne parlait pas des sujets de travail, mais on parlait de tous les autres sujets. Et la même initiative, elle est étendue, elle a fait à une communauté, une favela, près de L'Oréal. Ça, c'est important pour nous parce que c'est une contribution pour la santé psychologique des employés. Parce qu'on les aide à régler les choses qui, pendant la vie, on reste un peu anxieux. Une autre chose que le département juridique a mis en place, c'est un SLA, Service Level Agreement. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais
Nous sommes en train d'évaluer les avocats qui embauchent les prestataires de services à travers des objectifs très visibles. S'ils ont des succès dans les actions, s'ils nous donnent des informations correctes, bon, et c'est la qualité des services, c'est bien. Et on a mis en place un autre SLA qui s'appelle la SLA de diversité pour évaluer les prestataires de services pour les initiatives effectives de promouvoir la diversité. C'est ça. Et on a fait on a invité tous les prestataires de services pour nous informer des initiatives qu'ils ont, les résultats effectifs, et on lui donne un prix de diversité qui c'est très bon pour les prestataires de services et pour faire la consolidation des initiatives pendant des années. Et maintenant, pour moi, c'est la cereja do bolo. Je ne sais pas comment je peux dire ça en français. Lilian, aide-moi. On a fait Cerise sur le gâteau. partnership. Oui, c'est ça. On a commencé une initiative avec Johnny Assis de Black Sisters in Law. C'est une initiative qui a commencé, je pense, il y a un mois. Et j'ai rencontré Diony dans un événement de L'Oréal et on a été très proches. Et nous avons lancé notre partenaire 2 jours après que nous sommes rencontrés. Et grâce à ces partenaires, le département juridique de L'Oréal fera appel aux avocats associés à Black Sisters in Law pour divers services. Parce que Johnny nous a raconté la difficulté des avocats d'acheter de bonnes opportunités à cause des préjugés. C'est pour ça que nous sommes maintenant partenaires de Black Sisters in Law et on va travailler pour les services juridiques, mais aussi pour les mentorias et aussi pour partager des initiatives, pour partager des connaissances. L'Oréal a beaucoup de connaissances dans quelques sujets et Black Sisters in Law aussi pour autres sujets. On va créer on a créé déjà un partenaire très important pour les deux entreprises. Et je vais laisser Diony parler un peu de Black Sisters in Law. C'est un projet incroyable de diversité. Et après, on va donner notre opinion pour la méthodologie qui vous êtes en train de créer ici avec les universités de Paris. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Diony, te dou a palavra. Olá, boa tarde. Aqui no Brasil é boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Eu sou Diony Assis, fundadora das Black Sisters in Law. Estou muito feliz por estar aqui, por esse convite tão importante para essa iniciativa que esse mês completa 2 anos. A Black Sisters in Law hoje, então, ela é uma iniciativa que com quase 4.000 advogadas negras presentes em todos os estados do Brasil e também no exterior. E como está escrito aqui, o nosso propósito é conectar essas profissionais reais e dignas no mercado jurídico para que elas possam viver da advocacia com dignidade, já que foi a profissão que elas escolheram. E aí vocês podem se perguntar, mas qual a dificuldade que existe no Brasil? Por que o Brasil precisa de uma iniciativa como a Black Sisters in Law? O Brasil ainda é um país que reflete problemas estruturais quando o assunto é a raça. E por conta disso, embora o Brasil seja um país de maioria populacional de pessoas negras,
somos 56% da população, essas pessoas ainda têm muita dificuldade de alcançar oportunidades no mercado. E no mercado jurídico isso acaba também. Essas advogadas, elas conseguiram entrar na faculdade, conseguiram se formar, normalmente elas são a primeira da família a ingressar na faculdade, elas são a única da turma a ser uma mulher negra. No mercado jurídico, elas não conseguem se conectar com as oportunidades, porque esse mercado ainda reflete muito do racismo estrutural. Então, como a gente pode acelerar para que essa profissional possa ter acesso a essas oportunidades e, finalmente, exercer a profissão que elas escolheram? A Black Sisters in Law, então, se coloca como uma solução para fazer isso acontecer, conectando essas profissionais com o mercado, com empresas, com o escritório de advocacia. E a L'Oréal é, então, a nossa mais recente conquista, em que a gente fez uma parceria que vai permitir que essas advogadas exerçam a advocacia, sejam atuando como prepostas, seja fazendo audiências, mas também outras iniciativas como mentoria e diversas outras atividades para impulsionar a carreira dessas mulheres. A iniciativa já fez parcerias com diversas outras empresas também. E hoje a gente tem o prazer de afirmar que já conectamos mais de 500 advogadas da rede a oportunidades reais. E quando eu falo de oportunidades reais, eu falo de oportunidade por meio da qual ela pode receber financeiramente pelo serviço que ela prestou. A gente quer alcançar todas, né? O nosso propósito é alcançar todas essas profissionais. A gente está começando, só tem 2 anos, e a gente acredita muito que esse projeto vai elevar ainda mais a excelência da advocacia que essas profissionais praticam. A gente já recebeu diversos prêmios aqui no Brasil, temos muito orgulho pelo desenvolvimento da iniciativa e esperamos contar com vocês, né? E parabenizo muito a plataforma que está sendo desenvolvida, porque acredito que essa plataforma é uma plataforma que vai permitir e vai dar visibilidade a iniciativas como a Black Sisters in Law, que são nichadas, que são de um segmento, mas que precisam ter visibilidade realmente as empresas e as companhias que estão buscando a excelência nos seus produtos e nos seus serviços, já que hoje a gente não pode mais falar de uma empresa ou de uma companhia que vai desenvolver a sua atividade sem se preocupar com o impacto social que a sua atividade gera. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada a você, Johnny. Obrigada, Sandra. Je vais passer la parole à Sylvia, parce que comme on a un petit peu de retard, on laissera peut-être les questions pour la fin. Silvia Bertozzi Heidrich, elle est aussi brésilienne, est devenue une amie très proche. Elle est la Global Diversité, Équité, Inclusion, la Global Champion pour la diversité, équité et inclusion chez COFAS, qui est l'une de nos entreprises pilotes. Elle nous a soutenus depuis le tout début. Elle a une double formation en psychologie et en administration des affaires, plus de 24 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Elle a mené de nombreux projets dans divers domaines de la gestion et du leadership. Et son parcours au sein de COFAS a commencé en 2012 en tant que responsable des ressources humaines pour le Brésil. Ensuite, elle a assumé le rôle de responsable des talents pour l'Amérique latine avant d'occuper son poste actuel au siège en France, où elle supervise les initiatives et les projets transversaux en matière de ressources humaines en tant que Global Champion de la diversité, équité et inclusion. Sylvia, puisque tu vis en France, je te dis de tout mon cœur merci beaucoup en français pour ton écoute, pour ta disponibilité, pour ton expertise, ton soutien sans faille depuis le début de ce projet, à chaque étape de notre projet. Donc, muito obrigada mesmo. Et je te laisse faire ta présentation. Je pense que tu vas la faire en anglais, ça va être plus simple aussi pour les interprètes. Merci Lilian et bonsoir à tous. J'aimerais faire cette présentation en français, mais mon niveau de français ne me permet pas encore. Peut-être une prochaine fois, donc je parle en anglais. So I would like to talk about COFAS so you have a view. So COFAS is an insurance company
And this is a global company. So Coface today is present in 58 different countries. We have more than 80 different nationalities, and we have 10% of our workforce working outside their home country, like me. No, I'm Brazilian, working in the headquarters. So I could say by this that we are pretty much a multinational company. But what makes me think that we are a multinational company is not these numbers, but actually how we are managing our cultural diversity. So what I really believe that Coface embraces the difference, embraces the cultural diversity we have, and this is making Coface not let's say a French company present in 58 countries, but really an international company with a French origin. So I would do this differentiation, but this is really because of diversity. So when Lilian invited me to pilot this project, I was really glad to take part of it, because I think this is something that we really need, this kind of projects. This is going to support not only Coface, but other companies to upskill the multiple vision. And we really need to have some external benchmarks to understand where we are. So what I would say that in diversity, we have lots of good intention, but good intention per se does not make a company diverse and inclusive. So we need more than this. So we need to be compared with similar companies. We need to be compared to the market in general, and also to reflect reality in our society. Oh. And we already have this when I talk about other pillars on diversity. We have this on gender, so we can compare with other companies with the same size. We have this when we discuss on LGBTQ plus people. We have this on age. So I think this project is really, really important, because it's also in line with this. And now we have this project to fulfill our needs on the cultural sector. What I could share with you, being a pilot in this project, I will mention three aspects. First one, when I was participating and answering the questionnaire, I was already learning. So it was very interesting, because you have an idea where you are, where your company, if our company is going to the right track or not. So we should not have an assumption. We should be sure. So when I was answering, I already became aware where we are working well. As Antida said, we have external diversity. So I know that on external diversity, we're not that, let's say, engaged yet. But on internal diversity, we are giving more focus. So this is the first thing. And then when you are answering, you have also good practices, because you learn some good practice that I've never thought about before, but I can put in practice. The second is what I just mentioned. I think it's to have this external benchmark where you can be compared. This is for us, D&I professional, is also important, because we need to go to the executive teams to ask resource, to ask budget, and then you say, okay, we need some data to prove that we need to do more. So the external comparison and data, it's really a key factor for us to achieve, to go further on D&I. Last but not least, I think is to create this pool of professionals on D&I where we can exchange, we can build together some initiatives. Why not? So I believe that diversity should go beyond the organizational walls, and this is something that would benefit the community in general. No, so I would highlight these three aspects. Just to share a bit on where we are, what we are doing on D&I. We are doing lots of things on D&I. I will focus here on this cultural pillar, which is the highlight of this evening. So, like many companies, we have committees to discuss and to take decisions. And these committees at Coface, they are really diverse in terms of culture. So we never have, or we are not having, let's say, one exec team that's only French people to decide what to do. So it's really to listen different voices in different regions and to understand how can we better fit our customers' needs. So
on this side, I think it helps a lot to have this broad vision and promote this. And this is multiculturalism promoting this benefit. Then, as other companies, we have some inclusive training. We have some inclusive leadership training, and we are always evolving cultural diversity as such. We have a specific program that's called reverse mentoring, and this reverse mentor is really focused on D&I. So we have some people from any kind of minorities that they are mentoring senior leaderships. There are many steps to match the pairs in this program, but what I would say that I never had two people in the same country. So at least multiculturalism is there. So I try also to have them in different continents, because I think this helps to broaden the view. And we try to put people with very different age and gender. So as how we match the reverse mentoring, it's as much diverse they are, the better it is. So this is one of the programs that's also helping us to achieve our diversity goals. We have also workshop to formalize. So it's a 7.5-hour program to formalize ships inside COFAS, and they work also with some small groups. And the cultural, it's the same thing. We try to put people in different countries at least to work together. We have every year a D&I week, so it's a full week dedicated to all the topics on D&I, and every year we have one day fully dedicated to culturality. So we have testimonies, we have people sharing their learnings and their best practices as well. We are also now under an inclusive benefit project. The idea of this project is to see how can we increase the level of benefits that we are offering to all employees in terms of maternity leaves, but also in terms of religion. So this is where cultural it's bringing. How can we accommodate religions holidays that are not fulfilled in the national holidays of each and every country? So we are. This is an ongoing project at this moment, and in addition to these projects, which are global that I have just mentioned, we have, of course, other projects that are local. So if we're talking about race, for example, the USA and South Africa, they have very specific dedicated projects because the needs on diversity and inclusion is really different between country to countries. So I think what I would say that no matter what we do, we have a lot to do on diversity. I think there is no finishing line when I look up to diversity. And I don't know if you heard, but I like to think of diversity about cathedral thinking. So when you go to a cathedral, you enter to the cathedral, you say, oh, how did they do this? This is huge. This is amazing. But someone who did it did not live to see the results. So I think what we are doing here, it's a bit of cathedral thinking, something extraordinary to future generations, but we need to put brick by brick to have it. So I'm really glad. It was a pleasure. It is a pleasure to take part, to collaborate to this project, which I really think it's going to lead us to the next level on this cultural diversity. Merci beaucoup. Merci, Sylvia. I'll pass the floor to Neil Booker, also from one of our pilot companies. Thank you, Neil, for all your support since the beginning of the project. Neil is the head of inclusion and diversity at Yext. He's an experienced diversity, equity, and inclusion manager with 16 years of cross-industry expertise. His strong operational background includes spearheading system implementations and process enhancements. He's committed to fostering career development, enhancing diverse candidate sourcing and hiring practices through collaborations with corporate sponsors, universities, and minority youth. Neil, it has been a pleasure learning from you and seeing your commitment, your dedication, your passion for your work. So thank you so much, and we are very happy to be here with you today. Thank you, Lillian, and hello, everyone. It's been a pleasure listening and learning from everyone. And Lillian, it really has been a pleasure
connecting with you over the past few months. I can't believe it's been that long, so fast, right? And it again, it's been such a learning opportunity to connect with you all, and I really look forward to see how this project continues to change and to morph. A little bit about me: I work for a technology company called Yext, based out of New York City here in the States, but we also have a global footprint, including in a Paris office, London. We're also in Hyderabad, India, Tokyo, Japan as well. But the primary 70 or almost 70% of our employees are based in New York City, Chicago, and Washington, D.C. But in that, we still want to make sure that we are taking a global approach to diversity, equity, and inclusion. But in that, I'll actually start to share my screen here, provide a little bit of an overview as to how we look at diversity, equity, and inclusion, a little bit of the history as it relates to Yext and DEI. Historically, we started with a formal role of someone leading DEI, which would be myself, back in 2021. A lot of what led into it was a number of racial uprisings here in the States. As we know, from a historical perspective, America has not shied away from a lot of racial institutional challenges, to say the least, whether that's through governmental practices or corporate sectors. And one in particular was the impetus for a ton of change on the corporate side, which was the murder of George Floyd at the hands of police officers here in the United States. And as a result of that, a number of corporate institutions decided to shift gears and change a bit, which is an interesting part now here in 2024, is that a number of governmental institutions outside of the New York proximity, but a number of more conservative locales are very, very staunchly opposed to everything DEI. They hate the letters DEI, anything that's related to diversity, equity, or inclusion, they absolutely hate it. So when we talk about cultural diversity, cultural sensitivity, being inclusive to others, it's very much a challenge both in the corporate sector. Not here at Yext, thank goodness, but a lot of companies have totally done away with folks that represent what we all represent and what we all strive towards, which is an equitable chance for people to compete and have chances to work and to learn and things like that. So getting back to this point, in 2021, Yext built out a dedicated team to embed diversity and inclusion into all aspects of business policies and procedures. It's really important for those who don't necessarily identify with underrepresented groups, whether that's persons of color, someone of a particular age or disability, that people understand, even from a business perspective, how important it is. Something that I've connected with our bid desk team or business teams about is that a number of our clients, both existing and potential clients, particularly in EMEA, are requesting to have information around diversity, around labor practices. So not only is it a nice to have and something that's really important for people, it's also a business imperative moving forward. So it's cost us, a significant amount to make sure that we are doing the right thing. So our commitment is to make sure that every person that works for Yext has the chance to be seen, heard, and valued, that we create a more inclusive and diverse culture, and that when folks are working here, that they have the opportunity to strive and they don't have to worry about a number of the other issues that we've seen being pervasive throughout society. So how do we do that? We have a three-pillared approach. First is through fostering community. One of the first things that I tackle in jumping in here at Yext is to ensure that there's a ton of visibility to all of the work that's being done around diversity, equity, and inclusion, right? And it goes down to employee engagement events, that goes down to our employee resource groups, or specifically just information around data, right? So I present every quarter to the entire company around data and representation. I know particularly here in the States, we are far more, reticent to share information around data and diversity, equity, and inclusion, what representation may look like. I know that due to GPDR concerns, particularly in Europe, it's a bit more challenging around that. But here in the States, we really take advantage of the fact that we can have folks identify themselves should they feel comfortable in doing so, to ensure that we are
improving what we see as something that's going to constantly be a challenge. A woman just said, it's a journey, right? Something that you have to constantly be considering, constantly be challenging. And that's what we want to make sure we hold ourselves account to. But the other part is business impact, which I just touched on, which is, business indexes, survey, understanding what our clients want, understanding what our customers want, whether that's internal or external, and ensuring that we're leveraging that to ensure that we are taking the necessary steps. And then lastly is talent, right? So utilizing different recruitment initiatives, partnering with local community groups, whether that's women in tech, whether that's Black students in tech at local universities, here or abroad, right? To ensure that we are doing our due diligence and understanding what the market wants and how we can compete. Right. So comp is a lot of that stuff, but a number of other things that I want to try to make sure that I get across here is that, DEI can't just sit in one particular sector. It has to have tentacles throughout the business, right, in order for it to be successful. Whether that's connecting with leadership, folks that are individual contributors, partnering with employee resource groups, collaborating with our marketing teams. I want to make sure that we try to have a footprint, not only globally, but throughout all of the different facets of the business. So we talk about keeping ourselves accountable. We use various tools and resources to ensure that we're driving towards change, right? So something that I'm in the midst of completing right now is the Corporate Equality Index, which ensures that there's a level of equality and equity for folks that identify with the LGBTQ plus community, right? And it's a myriad of questions, and they want to see different types of data, and they want us to answer hundreds of questions around, policy and procedures and how we go about parental leave and the different benefits that we offer to folks of an underrepresented group. The same would be for Disability Equality Index. Obviously, there's a score that gets created as a result of that. The score is not the most important piece, right? The work providing teams is the most important piece. And then the other two things that we utilize, not limited to, but just some examples, are employee engagement reviews and survey scores, right? So some of the other things that I listed are more tactical and more quantitative. Some of the other components are more qualitative, right? So employee engagement scores through surveys. We utilize the commentary that folks say, how they feel about leadership, diversity and equity, and things that we need to do to improve. And then lastly, again, I touched on it a few seconds ago, just around data. What does that look like? What does the representation look like? How we can improve in certain areas, whether that's through women in leadership, folks of color, what attrition looks like for people of particular underrepresented groups, and ways we can improve. And a few other things are just like awards that I just touched on. I can gloss over that. That's not the most important piece, but it's attractive to our teams, particularly using from a recruitment standpoint, folks who may be interested in joining a company like Yext. I talked a little bit about our employee resource groups, which are voluntary-led initiatives, where folks that identify or may be allies of a particular group are significantly inclined to want to join, right? There are a ton of women here at Yext who talk about leadership, want to do more with leadership, want to hold our leadership team accountable, want to partner, want to learn, want to develop mentorship programs, and they've done all of that. And it's great to be able to have a level of commitment from folks that are volunteer. And here's a little bit of a highlight for our global footprint, right? So there are folks scattered throughout the globe, right? Some that work remotely where we don't necessarily have an office located, but still, just to kind of give you a sense of, the level of involvement from some of our teams that, again, we're talking about cultural involvement and folks that are interested in doing more and educating our teams. Just provides a little bit of an overview of that. And then lastly, just more on a light note, some of the things that our teams do, bringing our teams together, whether that's parents, whether that's Black History Month in the United Kingdom, whether that's Pride Month here in the States and both in Germany, and things around sustainability as well. So I could go on and on about the wonderful things that our teams do and the events that they put on to bring a level of cultural diversity in. But I think that's my time, Lillian, and I'll toss it back over to you, but I'm open to questions if anyone have any. Thank you, Neil. I think there will be a question, but we are leaving maybe the questions for the end, just to make sure that everyone can make its presentation. Thank you so much. Antoine Sautenay, merci beaucoup. Merci. Je sais qu'en plus, tu es en voyage là cette semaine. Antoine Sautenay est le directeur du développement durable du groupe Michelin, qui est également une des entreprises pilotes que nous avons eu la chance d'avoir à côté de
de nous au long de ce projet. Antoine est docteur en droit international, titulaire d'un master en économie de l'École normale supérieure de Rennes. Il est en charge de toute l'orchestration de la performance RSE du groupe Michelin dans ses dimensions sociales et environnementales. Au sein du groupe Michelin, Antoine a précédemment occupé divers postes de responsable des affaires publiques, du commerce international, en Amérique du Nord, au Canada, en Asie, notamment en Thaïlande, et en Europe, au siège à Paris. Il a également été chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et chercheur associé au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Antoine, tu connais depuis longtemps ma passion pour les sujets dont on traite aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup pour ta confiance, pour ta recommandation aussi auprès de l'Université Paris-Cité au moment où nous avons déposé notre candidature pour ce financement qui nous a permis de développer ce projet au long de ces 11 mois. Donc, je te laisse la parole et je te remercie beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup Liliane, merci beaucoup Ntida. Et effectivement, j'ai la chance de vous connaître toutes les deux depuis longtemps et en particulier, on a eu la chance de travailler ensemble, Liliane. J'ai eu cette chance-là aux affaires étrangères. Donc, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et l'idée, c'est peut-être de vous dire pourquoi le groupe Michelin s'est engagé dans ce projet-là. Qu'est-ce qui fait sa singularité et en quoi cette question de la diversité culturelle fait du sens pour la question du développement durable et la durabilité des entreprises. Comment ça s'intègre dans la stratégie, finalement, durabilité des entreprises. Je me souviens très bien, Liliane, parce que quand on avait évoqué le sujet quand on travaillait aux affaires étrangères, tu répétais souvent et tu mettais en évidence que la culture était une des dimensions fondamentale du développement durable dès le départ dans sa conception, et donc ça m'avait beaucoup marqué. Et je crois que c'est d'autant plus, c'était vrai dans le passé, c'est encore plus vrai demain. Et je fais référence là notamment à la théorie du donut et sur la nécessité dans le cadre de nos stratégies de développement durable dans un groupe comme Michelin de traiter à la fois comment limiter les pressions sur les limites planétaires, mais aussi comment faire en sorte d'assurer un plancher social, notamment pour nos salariés, mais aussi pour la chaîne de valeur. Et de ce point de vue-là, la question culturelle est une question clé qui fait partie fondamentalement du plancher social. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on s'est engagé fondamentalement sur ce projet diversité culturelle. Et ce peut-être pour 3 raisons qui font une singularité pour le groupe Michelin. La première, elle est assez naturelle, c'est que le groupe Michelin, c'est aujourd'hui à peu près 132 000 employés dans le monde, et notamment 121 sites de production dans 26 pays. Et donc on se doit de refléter cette diversité de nationalités, de cultures, dans la manière dont nous gérons aussi le groupe, dans son leadership, j'y reviendrai. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point, c'est que ça nous permettra d'enrichir ce qui était présenté précédemment, c'est-à-dire notre stratégie diversité et inclusion. Et je vais y passer peu de temps, mais simplement pour vous signaler qu'elle a été initiée dès 2005, cette stratégie diversité et inclusion, et qu'aujourd'hui, on est en capacité de la mesurer. Donc, on a une ambition en 2030 et on a conçu un indice qu'on appelle IMDI pour Index de Management de la diversité et de l'inclusion, qui est composé de 12 sous-indicateurs et de 5 domaines. La mixité, l'identité, la plurinationalité du management, le handicap et l'égalité des chances. Et ces 5 domaines sont structurants pour la manière dont on gère la diversité et l'inclusion au sein du groupe. Et un point qui est central, c'est qu'on le gère à travers un réseau, donc avec des fonctions corporate dans le département de développement durable, mais nous avons des correspondants dans toutes les régions du monde sur la question de la diversité et de l'inclusion. Et peut-être pour vous donner un exemple très concret qui est relié à la diversité culturelle, c'est la question qu'on a abordée, nous, dans l'optique de la plurinationalité du management. En effet, compte tenu de cette empreinte industrielle assez importante, au niveau mondial, c'est à peu près 40% des effectifs en Europe, mais 30% en Amérique du Nord et le reste dans d'autres régions. Donc c'est vraiment une empreinte très fragmentée sur le plan mondial. On a conçu cet index et cet indicateur plurinationalité du management pour faire en sorte que toutes les nationalités, donc toutes les cultures, puissent être représentées dans des fonctions centrales, soit dans les régions, soit au niveau du siège, avec une ambition qui est assez forte, qui est en 2030, nous sommes engagés à ce que plus de la moitié des représentants du haut management du groupe, donc des 100 leaders du groupe Michelin, soient de nationalité autre que française. Donc c'est quand même un engagement fort qui permet d'appuyer, de structurer la manière dont on gère la question de la diversité et d'inclusion pour le groupe.
Et puis, bien sûr, on a beaucoup, au-delà des indicateurs et de la mesure de la performance, on a beaucoup d'événements, beaucoup ont été décrits. Donc, comme beaucoup d'entreprises, nous avons beaucoup d'événements, en particulier, je dirais, internes et externes. Et si on regarde les géographies, principalement en Europe du Nord, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, il y a quand même relativement moins d'initiatives, notamment en Asie. Je pense qu'il faut être en capacité de le reconnaître. Donc, il y a une maturité qui est quand même assez différenciée selon les régions du monde. Et notamment l'Amérique du Nord qui est très avancée, qui a 11 réseaux locaux sur la diversité et l'inclusion, notamment sur les questions de genre. On n'a pas du tout les mêmes maturités. C'est vraiment une question de profondeur historique et culturelle qui fait la différence. Et donc, on accorde beaucoup d'importance au sein du groupe parce que ces questions de diversité et inclusion soient d'abord et avant tout traitées au niveau local. Le groupe est là pour fixer un cadre, mais les initiatives, elles sont d'abord et avant tout locales. Et donc, il y a peut-être une initiative que je voulais mentionner qui est assez intéressante parce que assez nouvelle. On a mis en place l'an dernier, donc c'est les équipes en Afrique de l'Est qui l'ont mise en place. On a mis en place un festival de la diversité culturelle pour l'Afrique et le Moyen-Orient qui réunit plus de 20 pays avec beaucoup de représentants qui étaient donc pendant 2 jours une mise en valeur de cette diversité culturelle, de la cuisine, de mode d'habillement, de mode de vie. Donc, c'était vraiment une manière de mettre en valeur cette diversité culturelle. Donc, il y a aussi des initiatives très concrètes qui sont relatives à la diversité culturelle. Et puis, peut-être un dernier point qui me semble important parce que dans le projet, il y a tout un volet reporting. Je crois que c'est important de souligner que, en tendance en tout cas, ce sujet-là va prendre une place de plus en plus importante, notamment au travers de la CSRD, donc la Corporate Sustainable Reporting Directive, et notamment tout ce qui concerne les communautés affectées. Des groupes comme Michelin, mais beaucoup d'autres également, auront vocation à travailler ce qu'on appelle le S3, donc dans le reporting social. Vous avez toute une dimension sociale, et la notion des communautés affectées va prendre une place de plus en plus importante dans les années à venir, et donc tout ce qui permet de mieux comprendre la diversité culturelle, de mieux construire des argumentaires autour de ce qu'apporte la diversité culturelle à la stratégie de durabilité d'entreprise, sont des éléments qui vont structurer notre approche à long terme sur la manière dont nous appréhendons les communautés locales, notamment sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que tout ce qui relève de la matérialité d'impact nous recentre au fond sur la chaîne de valeur et la manière dont on doit, là c'est plutôt le volet externe de la diversité et l'inclusion, mais comment on doit comprendre notamment les communautés autochtones dans un certain nombre de pays d'implantation de notre chaîne de valeur. Donc ça, c'est un sujet en devenir et je suis assez convaincu que ce projet va nous aider à mieux comprendre ces thématiques. Voilà en quelques mots. Merci infiniment. Ouais, merci infiniment, Antoine. Merci vraiment. Je voudrais passer la parole à 2 personnes que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Buenos Aires dans le cadre d'une réunion UNESCO en novembre. Je ne vois pas, est-ce que Magdalena... Donc, bon, je vais introduire... donc, nous avons Julieta Sterrenlicht, qui est experte en gestion de projet. Merci de nous avoir rejoints. Je pense que Magdalena a eu des soucis pour se connecter. Julieta est diplômée en sciences politiques de l'Université de Buenos Aires, en Argentine. Elle est titulaire d'un master en politique publique d'ITEL. Elle a été chargée entre 2021 et 2023 de la gestion de tous les programmes de financement public du ministère de la Culture de la ville de Buenos Aires, ainsi que du système de participation publique-privée Mecenazgo. Et après de nombreuses années de travail dans le domaine du conseil privé, elle s'est concentrée sur la gestion culturelle publique, d'abord dans la sphère parlementaire, puis au sein du pouvoir exécutif national, et ces 5 dernières années dans la sphère de la ville de Buenos Aires. Donc elle a une vaste expérience dans la formulation et la gestion de projets dans toutes leurs phases. Et elle avait prévu, je pense, d'être accompagnée par Magdalena Suarez, qui est aussi de Buenos Aires, qui est avocate, qui a un master en gestion culturelle internationale et innovation sociale de l'Université Complutense de Madrid. Elle est directrice de la World Cities Culture Forum de l'Amérique latine. Plus de 10 ans d'expérience dans la mise en œuvre de politiques publiques, travaillant au sein et avec des gouvernements locaux et fédéraux, des organisations internationales, des organisations philanthropiques. Nous allons voir si elle arrive à se connecter, on pourra la transférer vers les panélistes.
En tout cas, Julieta, muchas gracias. He aprendido muchísimo de vosotras y de vuestra experiencia en Buenos Aires y me dais esperanza para el futuro, ¿sabes? Para un mundo mejor, más inclusivo culturalmente. Entonces, muchas gracias y te dejo hacer tu presentación y espero la presentación de Magdalena, tal vez. Bien, tal como bien lo explicó Lilian, y vuelvo a agradecerte la oportunidad de dar esta charla porque para nosotras es muy importante. Yo trabajé, y Magdalena también, los últimos años en el plan de cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de diciembre del año pasado hubieron elecciones y el ministerio para el que nosotros trabajamos, bueno, dejamos de trabajar allí. Pero sí tenemos muchos aprendizajes y muchas cosas que hicimos que fueron bastante revolucionarias en el caso de la ley de mecenazgo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y algunas cosas que son conceptos que nosotros creemos que fueron nuestra guía, nuestra línea para poder conseguir más aporte privado para la cultura, que es esta idea de que la cultura es un motor del desarrollo y que nuestra idea fue siempre tratar de poner de moda la cultura como espacio de inversión y como espacio de desarrollo económico en un país como la Argentina, que es un país en el que muchos hablan, otros tal vez no. Tenemos crisis económicas recurrentes, digamos, vivimos como en una crisis económica constante. Entonces, imagínense que si para muchos de ustedes es difícil lograr la inversión de cultura en sus propios países, imagínense lo que debe ser en la Argentina. Aún así, les vamos a mostrar algunos datos muy, muy alentadores y que tienen que ver con el trabajo que hicimos, pero esto es para poder introducir un poco el tema y que ustedes entiendan cómo lo encaramos. ¿Magdalena está presente o no está presente? No me queda claro. Acabo Sí, de ahí- ver, disculpa. Tuve un Gracias, problema para Magdalena. ingresar. No, disculpa. ¿Querés seguir vos? ¿Querés seguir vos, Sí, Mari? Yo te paso. Dale, perfecto. O nos vamos hablando juntas, si te parece bien. Dale. Dale, espera. Vamos a ir para Bueno. atrás. Para. Te tengo que ir para atrás. Perfecto. Vamos para acá. Bárbaro. Sí, vamos para acá. Ahí está. Dale. Como decía Julieta, este es un sistema de financiamiento público-privado que le ha permitido a la ciudad apoyar a miles de proyectos por año. Todos los proyectos culturales más relevantes que se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires forman parte del sistema de mecenazgo. Es decir, gracias a este sistema hemos podido acompañar la puesta en valor de infraestructura, las giras internacionales de grupos de danza, la puesta en valor de teatros, festivales que son muy populares en la ciudad. Es decir, todo proyecto relevante que pasa en la ciudad de Buenos Aires pasa por este sistema. O sea, para nosotros eso es uno de los indicadores de éxito del sistema, ¿no? Perdón que me está poniendo que ponga en qué idioma hablo. Un minuto. Español, bueno, no se cansen. Pasemos, por favor. O sea que es un sistema absolutamente relevante y desde la creación del sistema es el sistema, como decía, más importante de financiamiento que tiene la ciudad, que ha permitido, digamos, promover proyectos de todas las disciplinas, tanto de personas físicas como de personas jurídicas y de toda índole, ¿no? Proyectos de infraestructura, proyectos audiovisuales, proyectos digamos, con impacto territorial, etc. Lo que pasemos, Juli, lo más relevante de este sistema es que el sistema es una plataforma, digamos, en la que la inversión pública lo que hace es apalancar inversión privada en la cultura. Como decía Julieta, lo que nosotros nos propusimos fue poner de moda la inversión en cultura por parte del sector privado, haciendo un esfuerzo muy proactivo a través de distintas herramientas para unir estos dos mundos, ¿no? Y acercar al mundo empresarial el valor y el atractivo que tiene el mundo cultural. Y a su vez formar al mundo cultural para que sepa presentarse y sepa, digamos, cómo vincularse con el mundo empresarial, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que la inversión privada, digamos, cuenta, digamos, la inversión pública lo que hace justamente es impulsar la inversión privada, que es el objetivo de mecenazgo.
unir a estos dos mundos. Perfecto, pasemos, Juli. Pasemos también, creo que ya podemos ir directo a qué es lo que hicimos en estos años. Sí. Lo más relevante que nosotros hicimos fue fomentar la inversión privada. No solo se fomenta hacemos, Juli, con la subvención pública que da, es decir, nosotros lo que se logra con este sistema es que el aporte que realiza el sector privado puede deducirlo parcialmente de los impuestos que se le deben al gobierno de la ciudad. ¿Sí? Es un adelanto de sus impuestos. Entonces existe, por un lado, un esfuerzo presupuestario por parte del Estado, pero solo eso no es suficiente para poner de moda la inversión en cultura y lograr unir a proyectos con empresas. No solamente hay que hacer un esfuerzo presupuestario, sino que hay que hacer un esfuerzo muchísimo más grande que se plasma en estas herramientas que nosotros vamos a contar. Por un lado, tiene que ver con visibilizar los proyectos culturales y acercarlos con información clara para el sector empresarial. Para eso nosotros creamos una plataforma online que permite hacer una búsqueda con distintos patrones para que las empresas puedan encontrar rápidamente, digamos, proyectos que se alineen con sus intereses, ya sean por disciplina, ya sea por territorio, ya sea por audiencia a la que le hablan. Entonces, una plataforma online en donde la información puede ser filtrada rápidamente y las empresas pueden encontrar de manera fácil qué tipo de proyectos se alinean a sus intereses. Por otro lado, la ley originalmente tenía doble posibilidad, o sea, la posibilidad de que se relacione la marca de la empresa con el proyecto cultural, y en ese caso la exención era de un 80%, por ejemplo, y una exención mayor del 100% si no existía una asociación entre marca de la empresa y el proyecto. Esto nosotros lo eliminamos porque entendimos que no se puede incentivar la inversión privada en cultura si no existe una asociación de marca con proyecto cultural. Porque para que el sector privado invierta en cultura, lo tiene que entender como un activo deseable. Y es un activo deseable en tanto y en cuanto puede vincularse a ese proyecto y vincularse a los valores, atributos o públicos a los que ese proyecto le habla. Y en ese sentido y en ese momento, el proyecto se vuelve un activo deseable para la empresa. Entonces, otra de las cosas que nosotros hicimos fue este cambio de benefactor a patrocinador, estableciendo solo la figura del patrocinador, es decir, estableciendo la obligatoriedad de que la marca de la empresa se asocia al proyecto. Por supuesto que es un acuerdo entre privados, el Estado no interviene en ese acuerdo, solamente la ley establece que esa asociación va a existir y que tiene que existir un contrato entre las partes que establezca cómo se va a hacer. Pero fundamental la asociación de marca para que el sector privado vislumbre como un activo al proyecto cultural. Sí, ahí, Male, te quiero sumar algo que me parece importante, que es, históricamente la ley de mecenazgo cuenta ya con 15 años en la ciudad de Buenos Aires. Para cuando nosotros llegamos, contaba con 10 años, cuando nosotros llegamos, digamos, al ministerio y empezamos a trabajarlo. En esos 10 años, esta ley siempre era vista por el sector privado como con la idea de gasto, ¿no? Es plata que es gasto, que en la ecuación económica es gasto, y de la cual el área que se ocupa de otorgar o derivar aportes es el área de responsabilidad social, el área que se ocupa, por así decirlo, de las donaciones, de hacer cosas para mejorar la imagen de una empresa, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue justamente esto que dice Magdalena, que es pasarlo y tratar de venderlo dentro de las empresas en el área de marketing para que pasara de ser un gasto en la ecuación económica y fuera una inversión. Muchas empresas que invierten dinero en sponsoreo, dinero en publicidad, en marketing, en campañas, no sabían que de repente podían invertir y poner, vamos a poner un ejemplo, un trapero conocido ahora que está de moda el tema, o un cantante muy conocido, o un artista plástico muy conocido que tuviera obra y que mucha gente la fuera a ver, que podían poner su marca en toda la comunicación de su proyecto, en su ropa, en sus discos, y de repente pasar a ser un activo, como dice Magdalena, e incluso capaz mucho más barato que lo que ellos ponían en marketing y en sponsorear a esos artistas. Entonces, también es muy importante esto que dice Magdalena en la primera herramienta que tiene que ver con el catálogo,
porque nosotros pudimos curar con este catálogo y las propias empresas con sus departamentos de marketing pudieron curar el catálogo para encontrar esas joyitas que eran de repente los artistas más populares, ¿no? Y la cultura más popular que llegaba a mucha más gente, capaz, que la que está llegando solamente si yo pienso esto como, bueno, una donación para alguien que conozco, para alguien que me viene a pedir o a rogar plata. Esta idea, justamente de hecho nosotros pensamos hasta en cambiarle el nombre a la ley, porque mecenazgo nos sonaba justamente esto, ¿no? Bueno, yo soy mecenas de alguien porque le quiero esa idea histórica, ¿no? De lo que es el mecenazgo. Bueno, De yo soy filantropía, mecenas ¿no? De filantropía y no de, digamos, un acuerdo entre partes que beneficia a ambas partes, en la que la cultura es un activo, es un valor que las empresas tienen que valorar como tal, ¿no? No es caridad, eso, es una alianza estratégica. Perdón. Exactamente. Julieta, Magdalena, si no tendremos intérpretes en un minuto, entonces no sé si quieren hacer en Sí, inglés, ya, nos podemos tener apuramos. una intérprete. Podemos tener una intérprete, creo, pero no las dos. Entonces, no Está en bien. las dos Terminamos, lenguas. no Thank pasa you. nada. No te Terminamos preocupes. rápidamente. Listo. Gracias. Dos cosas más que hicimos, y con eso creo que ya podemos cerrar, es no solo hicimos la plataforma, hicimos, digamos, el asociar, sino que hicimos digamos, una vinculación entre empresas y proyectos, una tarea de inteligencia comercial, entender qué estaban buscando las empresas y acercarles proyectos acorde a esos intereses, ad hoc, hecho customizado a uno a uno. Entonces, eso también súper importante, acercarles ad hoc a las empresas más grandes proyectos que sabíamos que les podían interesar, y también les dimos visibilidad y reconocimiento público con un premio que se dio desde el gobierno de la ciudad para premiar y visibilizar a las empresas que más invierten en cultura en la ciudad. Dicho esto, lo que queda es que hicimos más fácil participar del sistema en términos de que todo sea online, de que los tiempos sean más ágiles, de que el proceso sea fácil, de que no sea discrecional, de que sea transparente, para que no sea un problema para las empresas participar. Y creo que con eso podríamos cerrar, porque lo más relevante fue lo que acabamos de contar. La plataforma, la visibilización de la marca, inteligencia comercial y el premio. Sí, y que Además, fuera fácil esto que dijo Magdalena, que fuera fácil poner la plata, invertir la plata. Por eso agilizamos la herramienta. La herramienta estaba vetusta, estaba vieja, era muy difícil, eran formularios muy complejos que los tenían que hacer solo los contadores de la empresa. Entonces nosotros decidimos hacer una herramienta, invertimos plata en un sistema mejor, pero decidimos hacer una herramienta que fuera fácil y ágil para que cualquier persona de la empresa pudiera meterse, o del departamento de marketing pudiera meterse y derivar dinero de la empresa a estos artistas y supiera rápidamente a quién estaban invirtiéndole el dinero, porque antes no se sabía tan exactamente. Hicimos toda la herramienta más transparente, toda la herramienta más ágil. Bueno, podemos explayarnos un montón, pero bueno, si ya está, lo dejamos acá. Pero igualmente cualquiera que tenga dudas o que quiera conocer mejor lo que hicimos, nos puede escribir. No sé, Lilian, si vos publicaste nuestros correos o nuestros teléfonos, pero Lilian los tiene. Y nosotros seguimos, si bien no somos parte del gobierno de la ciudad hoy en día, seguimos trabajando estas cosas también de manera privada. Entonces, cualquiera que necesite una mano con esto, se lo podemos dar. No sé, Male, si vos querés sumar algo, pero... Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you to both of you. And yes, thank you, Lilian, for the invitation. Thank you. So if any of you need to contact any of the our experts that participated and shared with us their experience, their expertise, please feel free to send us an email. I think you all have our Gmail for the project. So feel free to send us an email, and we'll be happy to put you in contact with any of the panelists. I'm sorry we didn't have the time to continue. Thank you so much to our interpreters also. I know they have another job just after that one, so they need to run. So thank you so much, Valérie and Nadine. And thank you to all of you who were here with us. Antida, si tu veux clôturer officiellement.
quelques mots de conclusion. Merci à tous nos intervenants et à tous ceux qui ont aidé à la participation et à l'organisation de ce webinaire de conclusion de ce beau projet CSSC. Alors, juste, oui, quelques mots. Ce que vous avez pu voir en fait de ce projet, c'est que c'est d'abord des rencontres individuelles, des fois qui datent de plusieurs années, et aussi une grande rencontre collective ce soir. Donc, c'est en cela que c'est un magnifique projet. Ce projet, il vise à finalement comprendre ce que nous sommes, comprendre ce que chaque entreprise est dans son secteur, dans son activité, se comparer avec les autres, comprendre aussi ce qui les entoure, ce qui entoure les entreprises, à la fois évidemment mieux comprendre leurs consommateurs, mais mieux comprendre aussi la société, mieux refléter la société dans laquelle et le monde socio-économique dans lequel les entreprises vont se déployer. Et finalement, en comprenant mieux les autres, on apprend aussi des autres. L'objectif de ce projet, c'est de permettre une plus grande visibilité des meilleures pratiques, des initiatives les plus vertueuses en faveur de la culture. C'est apprendre finalement comment on peut œuvrer ensemble pour favoriser la culture et la diversité culturelle. Nos objectifs, on vous l'a dit, c'est on a parlé de développement durable, on a parlé de stabilité, de paix sociale. Donc c'est des objectifs qui pourraient être atteints grâce à la culture. Ce sont des objectifs qui paraissent parfois lointains, inaccessibles, et pourtant c'est pas une montagne ou une cathédrale comme ça a pu être dit pendant le webinaire. C'est pas à pas, brique après brique, que nous parviendrons à monter, à grimper cette montagne, comme vous la voyez derrière moi, pour atteindre ces grands objectifs que sont à la fois la paix et le développement durable. Donc, toutes ces initiatives qui vous ont été montrées et qui vont être valorisées par notre projet, elles sont ces petits pas qui vont nous permettre de construire finalement une société plus solidaire et plus apaisée. En tous les cas, c'est notre objectif. Et c'est pour ça que nous espérons pouvoir trouver des nouveaux financements pour poursuivre notre projet au service de la culture et faciliter la mise en relation des entreprises, des acteurs publics et des acteurs du secteur culturel. Donc merci à nouveau à tous pour votre contribution, pour votre assistance, pour avoir été présent ce soir. Encore désolée d'avoir un peu dépassé le temps que nous avions fixé. Et puis j'en profite aussi pour remercier chaleureusement mon amie de si longtemps, Liliane, avec laquelle j'ai tant de plaisir à travailler. Allez, au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup.